C'est le cerveau qui ne veut pas passer à autre chose, que la personne elle aimerait bien passer à autre chose, mais qu'il va falloir un accompagnement et des thérapies spécifiques pour pouvoir réellement faire de cet événement un événement du passé. Bonjour, je m'appelle Mélanie Voyer, je suis psychiatre et médecin légiste et je vais vous parler de la question des violences sexuelles subies dans l'enfance. On reçoit beaucoup de femmes et d'hommes qui ont été victimes de violences sexuelles, que ce soit à l'âge adulte et dans l'enfance. On voit à la fois des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, mais également des femmes adultes de plus de 50 ans et en lien avec des violences sexuelles, en sachant qu'il n'est jamais trop tard pour prendre en soin le TSPT, quelle que soit l'ancienneté des violences. Alors on sait que les violences sexuelles vécues dans l'enfance peuvent, dans la grande majorité des cas, avoir un impact extrêmement important sur la vie des personnes, dans toutes leurs dimensions, alors que ce soit sur la santé physique, sur la santé psychique, mais également un impact familial, affectif, professionnel. Et il va y avoir très souvent des souffrances longues avec des parcours parfois en addictologie, parce qu'il va y avoir le développement de comorbidités addictives ou des dépressions avec des tentatives de suicide multiples. Et parfois, la question des violences, elle a été identifiée, a été évoquée, mais la question du traumatisme psychique en lien avec ces violences-là n'a jamais été prise en compte. Ça fait pas très longtemps qu'on parle du trouble de stress post-traumatique, des conséquences psychotraumatiques des violences. Ça fait pas très longtemps qu'il y a des consultations spécialisées en psychotraumatologie qui se sont développées. Et c'est cette meilleure identification à la fois du TSPT et puis de l'existence des consultations de psychotraumatologie qui va permettre une orientation par les professionnels des personnes vers des soins spécialisés. Alors les conséquences, elles sont multiples, d'autant plus que les violences ont pu débuter tôt dans la vie de la personne, mais on va avoir toute la clinique du trouble de stress post-traumatique, donc à la fois le fait de revivre les souvenirs des violences vécues dans l'enfance, les revivre la journée sous la forme par exemple de flash, où la personne a vraiment l'impression de revivre comme si l'événement était de nouveau en train de se passer. Ça peut être aussi la nuit sous la forme de cauchemars de répétition, où là aussi elle revit les situations de violence sexuelle qu'elle a subies il y a très longtemps, ou sous la forme de cauchemars à contenu traumatique, où il va y avoir des scènes de situations de violence. Et pour éviter les réactivations de ces souvenirs, pour éviter ces reviviscences, eh bien, la personne va mettre en place un certain nombre de comportements d'évitement de toutes les situations qui peuvent rappeler les événements traumatiques initiaux, donc ces situations de violence. Donc ça peut être éviter des personnes qui lui rappellent les violences, ça peut être éviter des lieux, ça peut être éviter juste d'écouter des émissions qui pourraient parler de ce sujet-là ou des films, mais ça va être aussi d'éviter certains contacts corporels, certaines zones du corps qui, dès qu'elles sont touchées par un tiers, vont générer des réactivations traumatiques. Et puis, il va y avoir aussi des modifications, des représentations de soi, très fréquentes dans les situations de violence sexuelle, du type « je suis coupable »,« je suis nul », je suis responsable, je suis sale, qui va modifier vraiment la représentation qu'a la personne d'elle-même et une modification du rapport aux autres. Tout le monde est dangereux, je peux faire confiance à personne, les hommes sont dangereux. Ce type de cognition qui, là aussi, vont impacter la relation au tiers dans la vie professionnelle ou dans la vie affective. Et puis, dernier symptôme qu'on va retrouver dans le trouble de stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle les symptômes neurovégétatifs. Donc c'est l'hypervigilance, d'être en permanence sur le qui-vive, en alerte, parce qu'on a l'impression d'être en insécurité dans son quotidien, ce qui va générer des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration et puis des difficultés d'endormissement, parce que quand vous vous relâchez pour vous endormir, vous n'êtes plus en hypervigilance. Et pour certaines victimes de situations de violence, et notamment de violences sexuelles dans l'enfance, ne plus être dans l'hypervigilance, c'est pas possible parce que c'est trop dangereux.
Alors souvent, ce qu'on voit, c'est que les personnes vont mettre en place suffisamment de comportements d'évitement pour limiter les réactivations qui vont permettre de diminuer les reviviscences, vraiment le fait d'avoir ces flashs la journée ou sous la forme de cauchemars. Donc, mais les comportements d'évitement, ils vont avoir un impact extrêmement important sur le sujet. Alors, évitement, par exemple, des relations corporelles, de tout contact corporel, ça veut dire parfois plus de relations amoureuses, de relations sexuelles, mais parfois c'est même un évitement d'aller chez le médecin, parce que chez le médecin il y a nécessité parfois de se mettre en sous-vêtements et qu'il y ait des contacts corporels, donc ça va être ne plus aller vers des soins, ça peut être l'incapacité à être dans une pièce avec un homme qu'on ne connaît pas, donc là aussi qui va engendrer vraiment un impact sur la vie quotidienne, et puis le développement d'addictions à l'alcool, à des substances psychoactives, qui là aussi va avoir des conséquences très importantes pour le sujet. Donc oui, il y a certains symptômes qui avec le temps s'amendent du fait des comportements d'évitement, mais si à un moment donné il y a l'obligation ou il y a une volonté d'essayer de limiter les comportements d'évitement, soit parce que il va y avoir une cure de sevrage, à ce moment-là, il va y avoir une réactivation très importante de la symptomatologie psychotraumatique et des reviviscences. Et parfois, c'est à ces moments-là que finalement, les personnes vont venir vers les soins spécialisés dans le TSPT parce qu'ils pensaient que les choses s'étaient amendées et puis finalement, ça se réactive. Ou alors, à l'occasion d'un enterrement ou d'une fête de famille, où il va y avoir la reconfrontation avec l'agresseur, par exemple, qui va réactiver la symptomatologie. Donc, cette symptomatologie, alors oui, il y a des processus de résilience, et pour certains, ça va vraiment s'amender avec le temps et devenir un mauvais souvenir, mais plus quelque chose qui a autant d'impact dans le présent. Mais pour un certain nombre, les symptômes vont être durables jusqu'à leur mort s'il n'y a pas de prise en soin adaptée. Le fait d'avoir peur de reproduire les violences qu'on a subies dans l'enfance, c'est plutôt une bonne chose et ça pourrait être un facteur protecteur parce que ça veut dire que la personne va être extrêmement vigilante, a conscience de ses difficultés et peut être dans une demande d'accompagnement et de prise en soin par rapport à cette problématique-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que chez les auteurs de violences sexuelles, une grande partie a été eux-mêmes victimes de violences sexuelles ou de violences ou d'autres types de violences dans leur enfance. Donc c'est un facteur de risque de commettre des violences sexuelles à l'âge adulte. Donc oui, il y a un risque de reproduire, mais le fait d'en avoir conscience et d'avoir peur de le faire est un facteur protecteur. Le fait de s'engager dans une procédure judiciaire, c'est, on le sait maintenant, pour les victimes de violences sexuelles, un parcours du combattant. Il ne faut pas se lancer dans des procédures judiciaires en se disant que ça va forcément amener à une condamnation de l'auteur, mais par contre, s'il y a une reconnaissance par la justice de la réalité des violences, ça ne peut être que bénéfique pour les victimes parce que le soutien social, la reconnaissance de la réalité des violences subies est un facteur protecteur ou en tout cas un facteur d'amélioration, de soutien dans le processus thérapeutique et le processus de résilience face au vécu psychotraumatique. Donc oui, ça peut participer à une amélioration et à une reprise d'une qualité de vie aussi bonne que possible pour les victimes, mais dans le cas des violences sexuelles, malheureusement, il y a encore beaucoup de non-lieux et d'absence de condamnation de l'auteur. Donc ça, c'est important de donner cette information-là aux victimes, parce que le processus judiciaire, c'est un processus qui est long, qui va nécessiter d'être confronté à plusieurs temps de témoignages, voire à la confrontation avec l'auteur des violences qui, dans un grand nombre de cas, ne reconnaît pas les faits commis comme étant des faits de violence.
Donc il va falloir se confronter à tout ça. Donc il faut y être préparé, il faut savoir que ça ne va pas être extrêmement simple et qu'en plus, ça peut aboutir à une absence de condamnation de l'auteur. Donc il faut avoir conscience de tous ces éléments-là avant de s'engager dans ce processus-là, mais c'est quand même un processus qui est important et c'est là aussi où les professionnels ont vraiment un rôle de conseil, d'orientation, de façon à mettre le maximum de chances du côté de la victime pour que la procédure puisse aller jusqu'à son terme et qu'il puisse y avoir une condamnation de l'auteur. On sait que lorsqu'on est confronté à une situation traumatique, notamment une situation de violence sexuelle dans l'enfance, la confrontation avec cet événement-là va générer un niveau de stress extrêmement intense qui va modifier l'enregistrement du souvenir de cet événement-là, avec un souvenir qui va rester extrêmement émotionnel, mais un souvenir qui va être non contextualisé et qui parfois est parcellaire en lien même avec la situation de peur qui a été présente au moment de l'événement en lui-même. Et on va avoir des souvenirs, vu que ce sont des souvenirs qui sont non contextualisés, qui peuvent être parcellaires, qui vont rester là, dans le cerveau. Alors parfois, il y a quelques indices visuels, mais les enfants ou les adolescents ne vont pas forcément le mettre en lien avec le reste de leur histoire. Et c'est parfois très à distance lorsqu'ils sont à l'âge adulte, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va rappeler ce souvenir-là, que ce soit un événement familial ou une première relation sexuelle, quelque chose qui va réactiver finalement ce souvenir-là. Et là, la symptomatologie psychotraumatique à ce moment-là va flamber. Donc on va avoir des réactivations sous la forme de flashs, de sensations corporelles, d'émotions extrêmement intenses, de cauchemars, qui peuvent être des morceaux de scènes, voire des scènes entières. Et quand c'est des morceaux de scène, au départ, les personnes vont avoir du mal à l'identifier comme faisant vraiment partie d'elles. Mais ça fait partie vraiment de la symptomatologie psychotraumatique des violences sexuelles dans l'enfance. Et ça va être le travail justement des soignants de permettre de refaire du lien avec l'histoire, de remettre du sens à ces souvenirs-là, pour permettre vraiment un travail sur les souvenirs traumatiques, sur leur histoire, et les réintégrer comme faisant partie de leur histoire, mais comme faisant partie du passé et de leur enfance. Donc oui, dans les violences sexuelles dans l'enfance, c'est des phénomènes qu'on retrouve, ces levées d'amnésie partielle qu'on retrouve très fréquemment. C'est d'être à l'écoute de l'autre, de faire attention à ses besoins, de respecter ses choix, s'ils ne la mettent pas dans une situation de danger. C'est aussi comprendre ce que c'est la symptomatologie d'un trouble de stress post-traumatique et d'un trouble de stress post-traumatique complexe, que quand on a un TSPT, c'est pas parce que on en a envie, c'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on ne fait pas l'effort de vouloir passer à autre chose, c'est que c'est une symptomatologie en lien avec des difficultés et des anomalies d'enregistrement des souvenirs, et que c'est vraiment une problématique aussi d'ordre neurobiologique. Donc c'est le cerveau qui ne veut pas passer à autre chose, que la personne elle aimerait bien passer à autre chose, mais qu'il va falloir un accompagnement et des thérapies spécifiques pour pouvoir réellement faire de cet événement un événement du passé. Et ça être courant de ça, c'est aussi faire attention notamment à tout ce qui peut réactiver les souvenirs des événements traumatiques, quand c'est des touchés corporels dans certaines zones au niveau du corps, c'est de pouvoir en discuter avec son ou sa partenaire, dire que cette zone-là,
c'est une zone qu'il ne faut pas qu'il touche, ou alors qu'il faut que ce soit extrêmement préparé et préparé ensemble pour que ces temps de contact corporel puissent être agréables pour tout le monde. Parce que, et ça c'est ce que nous rapportent beaucoup de victimes de violences sexuelles, c'est qu'au moment des relations sexuelles, même si c'est des relations sexuelles qui sont consenties, en fait elles se dissocient. Elles sont plus là, elles sont plus dans leur corps. Or c'est pas ça, une relation amoureuse et une relation sexuelle dans un couple. C'est un moment de partage qui doit être partagé par les deux, et quand on est dissocié, on n'est pas dans le partage. Donc c'est aussi prendre ce temps-là, de réapprendre à vivre des relations et une sexualité agréable pour les deux membres du couple. Mais ça nécessite de parler et vraiment d'échanger. Donc ça, c'est pour les proches, et puis de ne pas culpabiliser, en tout cas d'essayer de ne pas culpabiliser la victime si elle n'est pas en capacité de faire certaines choses, parce que vraisemblablement c'est trop difficile, ça réactive trop de souffrance. Donc être présent et accompagner au mieux.